Voici donc la deuxième partie du chapitre 2, Inspiration historienne de ce que je ne veux pas savoir. Filmé maintenant au téléphone, puisque ma tablette, après 1h40 de recording, est morte. On s'était fini à la page, début page 98, avec la phrase « Je mettais mes chaussures réglementaires de l'école quand j'ai finalement entendu Maureen Dory crier. » J'ai passé plus de temps que d'habitude sur le troisième trou de la lanière, le testant à plusieurs reprises avant de décider que le deuxième était plus confortable que de recommencer toute l'opération. Le temps que je m'avance vers Maureen Dory, elle agitait ses petites mains en l'air et lançait des « Billy Boy » à la chaîne. Elle voulait savoir certaines choses. Comment se fait-il que la porte de la cage soit grande ouverte? Comment une perruche pouvait-il ouvrir sa propre cage? Mélissa, qui était en retard pour son examen, a couru chercher des mouchoirs à sa mère tout en essayant d'enfiler son gilet blanc. Ne lui crie pas dessus! Mais la petite perruche ne va pas survivre! Elle est probablement morte! Faut la comprendre, maman! Mélissa cherchait son calepin où elle avait pris toutes ses notes en sténo. Qu'est-ce que je dois comprendre? Elle pense que la perruche est son papa. Comment est-ce que Billy Boy peut être autre chose qu'une perruche? C'est la question de travailler l'humanité depuis qu'elle avait cherché à représenter des animaux sur les parois des grottes avec des pigments minéraux. Elle n'avait encore jamais traversé l'esprit de Maureen Dory. Quand Mélissa m'a surprise à écouter à l'intérieur du salon, elle m'a attrapé par la cravate de mon uniforme et m'a attiré vers son visage maquillé. « T'es conne ou quoi? Pourquoi t'as laissé sortir l'oiseau de maman? » Elle a filé avant que je puisse répondre. J'ai entendu le moteur du vaisseau spatial démarrer et les pneus crisser sur l'allée. Edward, ECW, avait manifestement décidé d'autoriser Mélissa à s'envoler dans le vaisseau spatial pour son examen. Je suis allé dans le jardin. Joseph toussait dans sa petite remise. C'est là qu'il prenait son petit déjeuner tous les matins. Un porridge épais appelé Mealy Meal que la bonne Caroline, dont l'autre nom était Nkosi Fendoul, lui préparait dans un bol en fer blanc. Je n'avais toujours pas réussi à boucler mes chaussures, comme je les perdais. Comme je les perdais, je me suis penché pour faire une nouvelle tentative. C'était si difficile de coincer la petite tige argentée dans le trou. Au bout d'un moment, Joseph a ouvert la porte de sa remise et m'a dit d'entrer. Mes chaussures étaient toujours à moitié fermées, ce qui m'obligeait à traîner des pieds plutôt qu'à marcher. La remise sentait le moisi et la paraffine. Joseph dormait sur un matelas au sol. Deux couvertures vertes bien pliées étaient posées sur une chaise. Sa veste était suspendue à un crochet dans le coin. Madame m'a dit que tu avais perdu sa perruche. Madame était Maureen Dory. Maître était ECW. Mais parfois, Joseph s'appelait Baas, en plus de maître. Maître, Baas et Madame étaient la race blanche. Et s'ils mangeaient du hareng fumé et de la marmelade au petit déjeuner comme le roi et la reine d'Ingerland. « Regarde, » a dit Joseph en désignant une caisse en bois qu'il avait retournée pour faire une table. Son bol était posé dessus. Billy Boy sautillait sur le bord du bol, picotant le porridge à l'intérieur. « Je l'ai trouvé sur le toit et lui ai offert un abri, » a dit Joseph en riant. « Mais il n'a pas encore pondu d'œufs bleus, donc on ne pourra pas partager de dînette. Je vais mettre un couvercle sur le bol et tu vas le rapporter à madame. » Quand je suis revenu dans la maison avec Billy Boy, madame était allongée sur le canapé et lisait un livre appelé « L'amour est un mot qu'on murmure ». La bonne qui faisait comme si elle s'appelait Caroline pour que madame puisse prononcer son nom a déposé un plateau sur une théière et 2 biscuits à la confiture de framboise disposés sur une soucoupe. On est passé 100 pages. Les doigts dodus de madame se sont agités au-dessus du plateau et ont attrapé l'un des biscuits. Je l'ai entendu mordre dedans et le casser de ses dents pareil à de la porcelaine. Au même instant, Billy Boy a gazouillé. Madame s'est redressée et a poussé un vagissement. Elle avait de la confiture barbouillée partout sur ses petites lèvres et je voyais les miettes de biscuits sur sa langue. Après avoir enfermé Billy Boy dans sa cage, elle est passée devant moi et s'est dirigée vers le téléphone sans un mot. Je l'ai entendu demander d'une voix forte et royale qu'on lui passe la compagnie South African Airlines. Cet après-midi-là, alors que j'étais assise sur un banc des cloîtres, à regarder des nonnes frapper des mains des filles punies pour divers délits, je savais que quelque chose allait changer dans ma vie. J'ai observé la chorégraphie du péché et de la punition qui se jouait devant moi, parce que quel qu'allait être ce changement, il m'emmènerait ailleurs. La petite pécheresse tendait la main, paume tournée vers le haut, vers les cieux.
la nonne a sorti une règle d'1 mètre et lui a donné 1 ou 2, non, 3 coups. Ah, ben non, finalement, c'est tout aussi déconnasse que toutes les autres nonnes. Sir John était occupé à réduire en bouillie la main d'une autre petite pécheresse prénommée Laverne quand j'ai vu Marraine Dory traverser les cloîtres en se dandinant. La veille, Laverne m'avait montré une marque rouge dans son cou, là où son petit ami avait laissé un suçon dont elle m'a dit que c'était une morsure d'amour. Oui, il l'avait vraiment mordu par amour. Sir John parlait à ma marraine et m'a fait signe d'approcher. Maintenant qu'elle savait que j'avais relâché Billy Boy, elle allait me purifier la main en me la frappant. Approche. À mon plus grand étonnement, au lieu de me punir, Sir John s'est baissé à ma bouche, s'est baissé et a fermé la boucle de ma chaussure. Elle m'enseignait le français, ce qui était la chose la plus distinguée qui me soit jamais arrivée. Elle m'avait parlé des visions de Jeanne d'Arc, m'avait appris à dire chaussure en français. Elle m'a demandé quel était le mot. Quand j'ai répondu chaussure, elle s'est redressée et a mis sa paume bien propre sur mon front. Ta marraine m'a expliqué que tu avais le mal du pays et qu'elle allait donc te renvoyer chez ta mère. C'est ton dernier jour à l'école. Chaussure. Les mots et l'expression en italique suivis d'un astérix sont en français dans le texte original. Voilà, donc... mais bon, là, c'est déjà en français. Fait que bon. Tandis que mes larmes coulaient sur le voile sacré de Sir John, j'ai pensé à la façon dont elle avait rasé ses cheveux, qu'elle qualifiait de mauvaise herbe de l'ignorance. Ah, ben, je dois être très ignorant avec la crinière que j'ai. Elle m'avait dit d'exprimer mes pensées à voix haute, mais j'avais préféré les mettre par écrit. Parfois, je les lui montrais, elle prenait toujours le temps de tout lire. Elle m'a dit que j'aurais dû la prévenir que je savais lire et écrire. Pourquoi je n'ai rien dit? J'ai répondu que je ne savais pas. Elle a ajouté que je ne devrais pas avoir peur des choses transcendantales, que sont l'écriture et la lecture. Elle tenait là quelque chose parce qu'une partie de moi avait peur de l'écriture. Transcendantal signifiait au-delà, et je pouvais écrire au-delà, même si je ne savais pas de quoi. Alors, je pouvais m'échapper vers un ailleurs meilleur que l'endroit où je me trouvais. J'étais mordu d'amour pour Sir John. Elle m'avait dit que la foi n'était pas un roc. Un jour, Dieu était là, le lendemain, il avait disparu. Si c'était vrai, c'est un très bon roman de... justement, Lévy, de Marc Lévy. J'ai lu au secondaire, il est très bon. Un des meilleurs que j'ai lu pendant mon secondaire. Si c'était vrai, j'avais vraiment de la peine pour elle les jours où elle perdait Dieu. Après avoir cherché mes mots, je lui ai dit « Au revoir, sœur Jeanne » en français. Et je me suis aperçu qu'elle avait le même prénom que Jeanne d'Arc. C'est vrai, Joan, c'est Jeanne en anglais. Je le sais parce que une des personas de mon jeu, le Persona 5, s'appelle Jeanne, pour Jeanne d'Arc. Puis en anglais, c'est Joanna. Donc Joanna, Joan, ça doit être un peu la même chose. Pour dire la même chose. Sans que je sache trop pourquoi, cela m'a fait pleurer encore plus. Ma marraine, qui ne comprenait rien à ce qui se passait, a soudain ouvert son sac et en a sorti un bout de papier. Mélissa m'a dit de donner ça. C'est un petit mot écrit avec le système. Pitman. Au revoir, ma cinglée de copinette. Oh putain. 6. Vu ce qui reste de page, ça doit être le dernier chiffre. Plus que 2 jours. Papa rentre à la maison. Wow! Oh! Le twist! J'avais désormais 9 ans et Sam 5. La dernière fois qu'il avait vu papa, il avait 1 an. Au petit déjeuner, nous avons mangé des tartines grillées saupoudrées de cannelle et de sucre. Et nous avons répété tout haut ce que nous allions dire à notre père quand il passerait la porte. « Bonjour, est-ce que tu veux que je te montre où est la salle de bain? »« Bonjour, j'ai dessiné une fusée. »« Bonjour, je chose du 35 maintenant. » Entre-temps, maman était sortie acheter des vêtements pour notre père à son retour. J'ai senti ma poitrine se serrer quand elle a posé avec précaution les vêtements par terre. Il nous a appelés pour qu'on vienne voir. Là, sur le kilim, se trouvait un pantalon d'homme, d'élégantes chaussures, des chaussettes, 2 chemises et 3 cravates aux couleurs vives. Sam et moi avons caressé le coton des chemises, appuyé sur le pouce sur le bout des chaussures de cuir, ajusté la position des chaussettes. Oui, c'était le genre de choses que les pères portaient. Nous avons longuement discuté des plats que nous servirons à notre père pour son premier repas, et maman nous a conseillé de ne pas trop être timide et d'être juste nous-mêmes. Nous avons acquiescé gravement et sommes sortis nous entraîner à être nous-mêmes. Au parc, Sam a ramassé une poignée de mégots dans l'herbe. Il les a gardés dans sa poche jusqu'à ce qu'il rentre à la maison et les miette dans un petit bocal. Sam était persuadé que tous les papas aimaient fumer des mégots. Maria enfilait sa plus belle robe, celle qu'elle portait
quand elle rentrait chez elle où ses enfants vivaient. Mais avant de mettre ses chaussures, elle s'est assise et m'a demandé de passer à la vaseline sur la poussière de ses talons. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont trouvé à Zoo Lake? Quoi? Une tête. Mets de la vaseline sur cette jambe aussi. Une tête d'enfant? Non, une tête d'homme. Est-ce que c'est papa? Non, ton père va rentrer à la maison. Je savais que mon père arriverait avec maman dans une voiture de la prison centrale de Pretoria. Mais je n'étais plus trop sûr de savoir à quoi il ressemblait. Pour m'assurer de le reconnaître, j'ai pris sur mes genoux la photo en noir et blanc que ma mère gardait près du téléphone dans le couloir sombre. La photo, qui avait désormais presque 5 ans, représentait le père qui m'envoyait son amour dans des lettres et des messages. Des bisous, grands comme ça. 3 cœurs dessinés au stylo. Non, 4 cœurs. 4 cœurs dessinés au stylo sur un bloc-notes de la prison. Sam et moi, nous sommes perchés au sommet des 2 poteaux de la clôture devant la maison. Moi avec la photo sur les genoux, à laquelle je jetais un coup d'œil de temps en temps pour bien me souvenir. Les poteaux faisaient 1,80 m de haut et donnaient directement sur la route. Ah, je fais 1 cm de plus que ces poteaux-là. Chaque fois qu'une voiture passait devant la maison, nous agitions la main. Nos mains avaient été formées avec un pain tout neuf de savon luxe. Frotter, pas formé. Formé des mains. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que mon père allait rentrer à la maison dans une voiture blanche. Dans la même voiture que celle qu'il avait emmenée. De sorte que toutes les voitures blanches me faisaient battre le cœur plus vite que sous les marguerites blanches cousues de ma robe. La crainte de ne jamais voir mon père arriver ralentissait tout. Les nuages se déplaçaient lentement à travers le ciel. Les gens marchaient lentement sur le trottoir. Les chiens aboyaient lentement. Une petite voiture rouge a tourné à gauche au terrain de golf et a fait une embardée dans notre rue. Mes orteils se sont crispés dans mes chaussettes en cuir verni et j'ai attendu. La portière s'est ouverte. Un homme âgé du véhicule a couru vers nous. Il n'a même pas attendu que la voiture s'arrête. Nous savions qui c'était et je ne me suis pas donné la peine de regarder la photo sur mes genoux. Il a fallu un moment pour descendre de ces grands poteaux. Papa patientait, mais nous n'arrivions pas à descendre. Nous aidions de nos bras et de nos jambes pour tenter de nous laisser glisser. Et puis finalement, l'homme qui était notre père nous a attrapés les jambes et nous a pris dans les bras. Il portait la chemise que nous avions admirée quand maman l'avait dépliée dans le salon. Papa nous a serrés dans ses bras et nous ne savions pas quoi dire. Puis il nous a de nouveau serrés dans ses bras et nous a reposés par terre où la mousse poussait dans les fissures. Nous avons franchi le portail, nous sommes entrés dans la cuisine quand Maria l'a vu. Elle l'a serré contre elle et j'ai entendu mon père dire « Tandiwe !» Maman a rempli 3 verres de vin, un pour papa, un pour Maria et un pour elle. Ils ont levé leurs verres et nous avons tous regardé papa. Il a bu une petite gorgée, fait une pause, reposé le verre. Je n'ai pas vu de verre depuis 5 ans. Mon père était mince et pâle. Il s'est assis à table et a de nouveau siroté son vin. Puis il a pris une assiette et a passé son doigt dessus. J'ai oublié la texture de la porcelaine. Je vais devoir réapprendre à tenir une tasse et à manier une fourchette. Papa a reposé l'assiette en porcelaine qu'il venait de passer 5 minutes à examiner et s'est levé. Où est le jardin? Il a penché la tête d'un côté et il m'a souri. Je veux voir le bonhomme de neige. Il n'y avait pas de bonhomme de neige dans le jardin. Sam a enveloppé les extrémités de sa nouvelle nappe blanche autour de son petit poignet et a regardé par terre. Maman a essayé de faire partir une mouche de la fenêtre avec le dos d'une enveloppe. « Amène ton père dans le jardin. » Maria a agité les mains dans cette direction. Mon père se tient dans le jardin. Son visage est gris pâle comme de la neige sale. Il n'a que ses 2 yeux qui bougent. Ses bras sont raides le long de son corps. Papa est rentré. Il est parfaitement immobile et silencieux, debout dans le jardin. C'est comme s'il était blessé au plus profond de lui. « Papa, le chat est mort pendant que tu étais parti. » Il me serre la main entre ses doigts froids. C'est agréable de se faire à nouveau appeler papa. 2 mois plus tard, nous quittions l'Afrique du Sud pour le Royaume-Uni. Quand le bateau s'est éloigné du quai de Port-Élisabeth dans la province des Cap-Orientales, des rouleaux de papier toilette ont été distribués aux passagers pour les lancer depuis le pont. Ouais, puis pendant la COVID, c'était une denrée rare. Les amis ou la famille qui se tenaient sur la terre ferme pour dire au revoir les attrapaient, alors que les bateaux prenaient la mer. Mélissa était venue me voir partir, a tenu l'autre bout de mon rouleau. La sirène du navire a retenti dans le ciel bleu. Je la voyais qui sautait sur place et hurlait, mais je ne l'attendais pas. Le vent a avalé ses mots qui se sont ensuite noyés dans les rugissements des remorqueurs alors qu'ils poussaient le navire vers l'Angleterre. Mélissa était la toute première personne qui m'a encouragé à parler haut. Avec ses yeux peints et sa choucroute blonde, presque aussi grande que moi, elle était courageuse. Pleine d'entrain et faisait de son mieux pour ce qu'elle avait. Je ne l'entendais pas, mais je savais que cela avait à voir avec le fait d'exprimer ses pensées à voix haute, d'assumer ses désirs,
d'être dans le monde plutôt que de le laisser nous abattre. J'aimerais oublier l'image de la grue sur les docks de Southampton quand elle a soulevé dans les airs les 3 malles en bois qui contenaient tous les biens de ma famille. Il n'y a qu'un seul souvenir que je veux préserver, celui de Maria, qui est aussi Zama, sirotant du lait concentré sur les marches de la véranda la nuit. Les nuits africaines étaient chaudes, les étoiles étaient lumineuses. J'aimais Maria, mais je ne sais pas trop si elle m'aimait. La politique et la pauvreté l'avaient séparée de ses propres enfants. Elle était épuisée de ses propres enfants. Et elle était épuisée par les enfants blancs dont elle avait la charge. Partout et tous ceux dont elle avait la charge. À la fin de la journée, loin des gens qui lui avaient volé son énergie vitale et l'avaient épuisée, elle avait trouvé un endroit où se reposer momentanément des mythes sur son caractère et le but de son existence. Je ne veux rien savoir de mes autres souvenirs d'Afrique du Sud. Quand je suis arrivé au Royaume-Uni, ce que je voulais, c'était de nouveaux souvenirs. Bon, après 1h20, on a enfin fini ce chapitre. Donc, c'était effectivement ce que je pensais. C'était toute la vie du personnage principal en Afrique du Sud. Donc, prochaine vidéo, pur égoïsme, si je ne m'abuse. Le chapitre 3, ça va sûrement être sa vie, le début de son expérience en Angleterre. Donc, à bientôt pour cette partie-là.